When we first started selling books 4 years ago, everybody said, look, you're just computer guys, you don't know anything about selling books. Je vais être très transparente, je suis quelqu'un qui achète aussi sur Amazon. T'as des gens qui habitent au fin fond de la Pampa, où il n'y a pas de librairie aux 30 km à la ronde. C'est un moyen d'accéder aux livres. C'est dur de leur y échapper d'une certaine façon. On est malgré nous clients Amazon. On a besoin de tous les réseaux de vente. On a besoin de trucs style Amazon. Alors après, faut que tout le monde joue le jeu. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Amazon et de mieux comprendre sa place dans l'industrie du livre en France. En général, quand on parle d'Amazon, ça déchaîne les passions. On a d'un côté ceux qui nous disent que bah oui, c'est bien pratique Amazon, et puis de l'autre, ceux qui nous disent que ça tue les libraires en France et que si on commande chez eux, eh ben on est vraiment des gros bâtards qui contribuent à la fortune de Bezos. Alors aujourd'hui, ma team Jeannot, j'avais envie de déblayer le terrain avec vous, sans jugement et à titre informatif, tout simplement pour que la prochaine fois que vous ayez envie d'acheter un livre, vous ayez toutes les clés en main. Pour comprendre la place qu'occupe aujourd'hui Amazon dans le marché du livre en France, je vous propose de remonter quelques années en arrière, en 1994, et à l'idée de départ qu'a eu Jeff Bezos lorsqu'il a voulu se lancer dans le commerce en ligne. I made a list of 20 different products that you might be able to sell online. I was looking for the first best product. And I chose books for lots of different reasons, but one primary reason. And that is that there are more items in the book space than there are items in any other category by far. There are over 3 million different books worldwide in all languages. And when you have this huge catalog of products, you can build something online that you just can't build any other way. The largest physical bookstores, the largest superstores, and these are huge stores, often converted from bowling alleys and movie theaters, can only carry about 175,000 titles. There are only a few that large. In our online catalog, we're able to list over 2.5 million different titles. Pour nous en dire un peu plus, j'ai contacté Benoît Berthelot. Il est journaliste et auteur de ce livre, Le Monde selon Amazon. Il a enquêté pendant 2 ans sur ce géant du e-commerce. C'est le produit qui a semblé à Jeff Bezos comme étant le plus facile à commercialiser par Internet. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un objet qui est assez standardisé par sa taille et donc qui tient dans une enveloppe qui est facile à envoyer par la poste. Et puis aussi à ce côté, le livre, on peut lire le 4e de couverture et on sait à peu près que ce sera ce livre-là, quoi. C'est pas comme un vêtement ou quelque chose qu'on a envie de toucher, de choisir, même si beaucoup de gens préfèrent largement choisir leur livre dans une librairie et ne serait pas d'accord avec ça, mais en tout cas c'était son raisonnement. Donc c'est pour ça qu'il a commencé par le livre. Et aujourd'hui, Amazon, ça ressemble à ça. Quand on parle d'Amazon et de sa manière de s'être imposé sur le marché du livre, justement, de manière pas toujours très honnête et avec une concurrence déloyale, que ce soit le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, que leurs frais de port soient quasiment gratuits et que leur livraison soit extrêmement rapide, ce qui d'ailleurs est une cadence qui est parfois difficile à suivre pour leurs employés, donc avec des conditions de travail qui sont assez compliquées. Est-ce que vous pouvez me parler justement de tout ça et comment les libraires indépendants ne peuvent pas concurrencer Amazon? Oui, il y a beaucoup de sujets, effectivement, vous avez bien listé tous les avantages qu'ils peuvent avoir sur les libraires. La logistique, c'est un point important en effet. Amazon a investi des milliards et des milliards de dollars et continue à le faire sur leur logistique. Donc le fait de construire des entrepôts, d'en avoir quand même un certain nombre. Maintenant, ils construisent même des petits entrepôts plus régionaux qui leur permettent de concurrencer la poste. Les impôts, c'est effectivement un point, à mon avis, crucial. Amazon a vraiment organisé depuis le départ sa production pour en payer le moins possible, pour pratiquer l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale suivant la manière dont on le voit, mais en tout cas en ayant le Luxembourg comme centre de profit européen et faisant en sorte que leurs bénéfices soient très petits en France et donc l'impôt sur les bénéfices soit très réduit. A tax ruling granted by Luxembourg has reduced Amazon's tax bill in more than 8 years. Amazon now has to repay the tax benefit worth around 250 million euros plus interest. These rules that we have in common, they prevent member states from giving unfair advantages to selected companies. Laetitia est libraire depuis 5 ans, elle a bien voulu répondre à mes questions, et pour elle, il n'y a pas photo. Amazon et les libraires ne travaillent pas du tout dans les mêmes conditions, et surtout, pas avec les mêmes moyens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton métier de libraire d'avoir des remarques de la part de clients et d'être comparé à Amazon ?
Oui, on en a constamment parce que Amazon c'est plus rapide, surtout si t'es en région parisienne, que tu commandes le matin, t'es livré carrément le soir par coursier avant 22h. Donc nous, clairement, on peut pas quasiment faire concurrence. Sur le choix aussi, parce que une librairie, on peut pas pousser les murs. Ça arrive très souvent qu'on a les gens qui viennent, oui, alors je cherche tel livre. Alors, des fois, c'est des trucs à coucher dehors en plus, que tu ne trouves effectivement quasiment que sur Amazon. C'est difficile en tant que libraire en fait de faire face à cette concurrence. Même si Amazon, il y a des humains aussi, il y a tout un aspect robotisé qu'on n'a pas chez nous, quoi. Je vais être très transparente, je suis quelqu'un qui achète aussi sur Amazon, que ce soit autre chose que des livres ou des livres en anglais. Faut pas oublier aussi que Amazon ou Fnac.com par exemple permettent à des gens qui habitent au fin fond de la Pampa, où il n'y a pas de librairie aux 30 km à la ronde, c'est un moyen d'accéder aux livres. Même si tu peux difficilement te déplacer, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de librairies où c'est très étroit et l'accès aux personnes handicapées n'est pas évident non plus. Quand c'est pas étroit, il y a des marches. Mais disons-le, oui, en librairie, on y vient pour un conseil, pour une relation humaine en fait. Il y a énormément de choses qui changent entre la façon dont Amazon travaille et un libraire. Effectivement aussi les conditions de travail, donc je m'y attarde beaucoup dans mon livre, mais ces entrepôts qu'Amazon a partout en France, c'est des usines qui sont des machines dans lesquelles travaillent des gens, qui sont équipés d'un scanner, qui est muni d'un GPS, qui suit le moindre de leurs mouvements, qui suit leur productivité à la seconde près. Et voilà, les gens pas assez productifs vont être rapidement avertis, puis renvoyés. C'est des troubles musculo-squelettiques, etc. Enfin, ce qu'on peut imaginer de ce genre de travail ou d'être quasiment robotisé. Et Amazon tente de gagner du terrain à tous les niveaux, aussi bien le livre papier, mais aussi numérique et même audio. La suite logique de ça, c'était de digitaliser complètement le livre et inventer leur modèle de liseuse numérique. Et donc le Kindle, pour le coup, était vraiment un grand succès d'Amazon. Ils sont encore leaders sur ce marché-là. Et effectivement, une suite logique a été le livre audio. Ils sont d'une certaine façon dans l'audio de manière plus développée encore avec Audible. Bonjour, c'est Cyril Lignac. Retrouvez-moi dans Soundchef, disponible sur l'application Audible. Avec Alexa, ils sont aussi dans l'audio, et donc Alexa peut devenir lectrice de livres. Enfin, tout ça forme, comme toujours avec Amazon, un écosystème complètement clos dans lequel on connaît tous les goûts du consommateur et on va pouvoir lui faire des suggestions en permanence. On ne se rend pas compte de ça, mais aux États-Unis, les livres sur Amazon sont parfois 30% moins chers que dans les librairies. Ils font des gros discounts parce que le prix du livre n'est pas régulé comme en France. En France, on a le prix unique du livre, qui est une loi qui, il faut le rappeler, fait qu'il n'est pas possible de faire des réductions sur un livre neuf. Il y aura le même prix sur Amazon ou chez un libraire. Pour bien comprendre en quoi consiste la loi du prix unique du livre, il faut remonter à l'arrivée de la Fnac en France. Pour ça, je vous propose d'écouter le libraire Jean-Marie Ozanne, que j'avais rencontré lors de ma série de vidéos sur les librairies en Seine-Saint-Denis. Les deux fondateurs de la Fnac, qui étaient deux militants trotskistes, on l'a oublié, qui vendaient que de la photo, que du matériel. Alors qu'est-ce qu'ils vendaient ? Ils vendaient les Canon, les Nikon, les Pentax, etc. Pourquoi ? Simplement, avant, il y avait le matériel allemand, et puis les Japonais se sont mis à le faire, et beaucoup moins cher. Et ça a été eux qui l'ont importé et qui l'ont vendu. Donc c'était des prix beaucoup plus bas que le matériel allemand. Ils se sont développés avec ça. Ils étaient installés rive droite, une petite boutique rive droite. C'est une petite boutique. Et ils cherchent un emplacement rive gauche à se développer. Et on leur propose le local de la rue de Rennes. C'est une belle opération commerciale, immobilière, ça vaut la peine. Mais en même temps, c'est immense. Et ils se demandent bien qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet espace. Et finalement, c'est là où ils vont faire un magasin de livres, un magasin de disques. Et là, ils ont fait une librairie comme personne ne pensait que ça puisse exister, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont tout pris. Donc, une diversité extraordinaire, une offre, une ampleur d'offre géniale. Et puis après, deuxième truc, c'est on peut lire, on peut feuilleter. Il y a eu des pages entières de journaux décrivant comment c'est un scandale que les jeunes arrivent et qui lisent la rubrique à braque, qui lisent des BD comme ça en restant pendant 1 heure, 2 heures debout, assis par terre. Et ça paraissait très, très choquant. Donc, eux, ils se sont bien inscrits dans le commerce moderne. Alors après, la Fnac a décidé de faire moins 20% sur le prix conseillé, parce que c'est une époque où l'éditeur conseillait un prix et tout le monde était d'accord. Les libraires ont mis du temps à comprendre qu'il se passait là quelque chose
Alors ils ne comprenaient pas cette notion de commerce moderne, mais comme tous les autres commerçants qui disaient ils vont voir les grandes surfaces, ils vont voir, mais ils vont revenir chez nous parce que c'est nos clients et nous on les connaît personnellement. Ah oui, votre petit sarubéole, ça y est, c'est terminé. Et donc, comme on est capable d'avoir ce lien très très fort, ils vont revenir. Et là, ils se sont trompés, c'est-à-dire que les clients ne sont pas revenus. Et les libraires, petit à petit, ont commencé à s'inquiéter. Et la réflexion des libraires, à cette époque-là, hein, qui était quand même un peu des notables, hein, c'était des gens installés, très installés pour la plupart, qui avaient vécu les 30 Glorieuses. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ce qu'il n'y ait plus le prix conseillé. Et le client, il viendra puisqu'il n'y aura plus de référence à une baisse de prix. Ça veut dire que le libraire, lui, faisait le prix. Il devenait un commerçant comme les autres. Et une autre sorte de revendication de la part des libraires à être un commerçant comme les autres. Et là, il y a un éditeur qui va intervenir, c'est Jérôme Lindon, qui était le directeur, presque le fondateur. C'est pas lui, c'est Vercors qui a fondé les éditions de Minuit, mais Jérôme Lindon était là. Jérôme Lindon qui avait été un résistant. Sa réflexion, c'est de dire, mais si les éditeurs se retrouvent juste avec des Fnac, il y en a 2, 3 Fnac ou d'autres chaînes du livre, mais c'est elles qui vont nous dire au bout d'un moment, vous faites ce livre, il ne nous intéresse pas, on ne le prend pas. S'il n'y a plus de libraires autour, dans ces cas-là, il n'y a plus de liberté éditoriale. Et dans ces cas-là, les éditeurs auraient été pieds et poings liés avec ces chaînes. L'édition aurait été dans la même situation que les producteurs, je ne sais pas moi, de viande ou de lait par rapport aux grandes surfaces. Et c'est lui qui va parler pour la première fois du prix unique du livre. Et au début, très peu d'éditeurs le suivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement contents d'avoir la Fnac qui leur prend tout. Et je le répète, moi, libraire indépendant, ça a été la meilleure librairie qu'on ait trouvée en France à un moment, la Fnac. Ça a été formidable. Je dirais plus ça maintenant. Mais à ce moment-là, c'était génial. Hein. Donc lui, il va créer d'ailleurs une association pour le prix unique du livre, etc. Et puis il va essayer de mobiliser les éditeurs. Et puis, quelques libraires, c'était qui ces quelques libraires? On n'avait pas de pognon, on s'habillait mal, on n'avait pas de réseau. Donc il a mis une petite armée. Bon. Eh bien, il va y avoir, du coup, l'interdiction du prix conseillé. Donc les libraires gagnent. Mais ils gagnent quand? En 79. Puis Jérôme Lindon, de son côté, lui, eh bien, il va voir Chirac, qui va se présenter aux élections présidentielles, et qui lui dit il faudrait le prix unique du livre. Et Chirac dit oui. Puis il va voir Mitterrand, et Mitterrand dit oui. C'est là, dans les 101 propositions de Mitterrand, c'est la 100e. Et on connaît la suite, hein, c'est Mitterrand qui est élu. Et c'est comme ça qu'on a eu la loi sur le prix unique du livre. Maintenant, comment peut-on voir les choses? On a besoin de tous les réseaux de vente. On dit que les libraires indépendants, ce sont les lanceurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les libraires indépendants, c'est ceux qui découvrent les livres et qui vont faire que ça frissonne. Et puis après, on a besoin de systèmes de vente... L'édition a besoin plus fort, plus puissant. Et donc on a besoin des chaînes comme la Fnac, etc. Mais je dis moi aussi qu'on a besoin de vente sur Internet. On a besoin de trucs style Amazon. Alors après, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de détournement de la loi Langue. Puis ce serait quand même à peu près normal que tout le monde paye des taux d'imposition identiques. Pourquoi chacun a un rôle différent? On dit que dans la librairie indépendante, la moyenne de la masse salariale, de ce qu'on consacre à payer des gens, des humains hein, qui vont être les libraires, c'est entre 18 et 22%. Donc on prend tout le chiffre d'affaires et il y a 18-22% qui vont à la masse salariale. Dans une Fnac, on est aux environs de 10%, presque 2 fois moins. Où est-ce que va le reste? Le reste, il va pour des actionnaires. Bon. Dans un hyper ou un super, il faut être absolument en dessous de 4%.
vous ne trouverez jamais de libraire dans un hyper, un super. Vous aurez du mal à trouver un libraire dans une Fnac et vous trouverez un libraire dans une librairie indépendante. Parce que pour lancer un livre, il faut qu'il y ait cette médiation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise « Vous l'avez vu là, ce livre, ça va être un livre important ». Pour ça, il faut qu'il y ait des libraires en chair et en os qui viennent le parler. Alors histoire de peut-être relativiser un petit peu, il faut rappeler que la vente de livres par internet, ça représente 20% des ventes de livres en France. Alors c'est un chiffre qui a quand même doublé depuis 2008 et la moitié de ces ventes de livres en ligne, c'est des ventes qui sont réalisées par Amazon et le reste va être assuré par les librairies et les grandes surfaces. Aujourd'hui, les librairies en part de marché, elles représentent 22% des ventes. Est-ce que c'est peu? C'est vrai que si on prend le plus grand vendeur de livres en France, je pense que c'est la Fnac. Si on prend les ventes physiques plus en ligne que fait la Fnac. Les grandes surfaces sont des vendeurs très importants de livres. Ça a été une vague qui est là plus ancienne que celle d'Amazon, mais la vague de la grande distribution qui a effectivement pris des grosses parts de marché aux libraires. En fait, un peu de la même manière que les grands centres commerciaux ont pris de la part de marché au commerce de proximité de centre-ville. C'est le même mouvement, vraiment. C'est cette époque où on s'est dit on construit des grandes boîtes en périphérie des villes avec des parkings où les gens peuvent venir faire toutes leurs courses. Et ça, ce mouvement-là, ça a été une lame de fond pour le commerce. Et finalement, le e-commerce, c'est encore une vague qui vient derrière ça. Effectivement, on trouve beaucoup de gens pour dire attendez, c'est d'accord le e-commerce, mais le gros problème, c'était la grande distribution, et ça l'est encore. C'est ça qui fait qu'il y a la désertification des centres-villes, qu'il y a beaucoup de commerces à vendre dans les centres-villes. Et donc, c'est toujours ce jeu capitaliste de vagues successives de nouveaux modes de consommation. Le papier, pour l'instant, n'est pas plus que ça menacé par ces nouveaux moyens, et il n'y a pas de déclin du livre papier, en fait, qui n'a pas du tout été... qui n'a pas été observé. La France est donc très attachée aux livres et à ses libraires. Il y a donc une véritable lutte qui a été mise en place, notamment avec la loi anti-Amazon lorsque Aurélie Filippetti était ministre de la Culture. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle empêche Amazon d'appliquer des rabais de 5% sur les livres et la livraison gratuite. Amazon a donc été obligé de respecter cette règle. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de frais de livraison gratuits sur Amazon, mais des frais de livraison à 1 centime. Alors une fois de plus, ça montre bien qu'Amazon cherche un petit peu les failles du système, mais quand même, la France résiste. C'est pas un pays facile. Quand ils sont arrivés en l'an 2000, il y avait un genre de comité d'accueil, vraiment, encore une fois, des syndicats de libraires et de l'édition. Il y a eu ensuite d'autres démarches. Aujourd'hui, c'est sur les impôts que le front est en train de se resserrer, même s'ils ont profité d'une certaine impunité en la matière pendant très longtemps. On peut penser aussi à l'implantation des entrepôts partout en France. Maintenant, à chaque fois qu'un entrepôt est construit, ou est plutôt en projet, on voit des manifestations qui sont organisées, les gens localement se mobilisent, qui sont des choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on ne voit peut-être pas d'une telle ampleur dans d'autres pays. Tout ça, c'est des signes qui font que on est vraiment particulier. Il faut vraiment rappeler qu'on a un rapport culturel très différent, très singulier au livre, à la librairie indépendante. Vraiment, il y a 3000 librairies indépendantes en France environ, ce qui est un taux important par rapport à la population française. Le nombre de librairies qui ferment est compensé par le nombre d'ouvertures, qui est vraiment à noter aussi. Cette année qui s'est écoulée, je crois que les résultats des libraires ont été assez bons l'an dernier, ou du moins stables. Ce qui fait que voilà, les librairies ont vu des gens vraiment se ruer dans les librairies. Clairement, il y a eu des achats de soutien. Donc, leurs armes pour lutter, c'est ça, c'est la proximité, évidemment le conseil au lecteur que pourra jamais offrir Amazon. Rappelons que pendant le confinement, beaucoup de librairies se sont mis à la vente en ligne, au click et collect. Ce genre de choses. 2500 libraires indépendants ont notamment décidé d'unir leurs forces en rejoignant la librairie.com. Laetitia nous dit ce qu'elle en pense. Tous ces espèces de regroupements en fait, de librairies de manière en ligne, et en sachant qu'il y a aussi des réseaux de librairies. Telle librairie, on a tel client qui nous demande en ligne, mais on l'a pas, mais dans la librairie d'à côté, il y a un coursier qui vient chercher, qui ramène. Ça, c'est de l'entraide entre librairies, mais c'est un truc qui permet de contrer effectivement Amazon, parce qu'on peut avoir le livre sous 1 heure ou 2, donc ça c'est très pratique. Ça amène des gens en librairie, ça peut amener des gens à découvrir notre boutique. Je sais pas si c'est forcément le meilleur moyen de créer du lien en fait avec les gens. Quel est le plus d'une librairie par rapport à Amazon ? Outre le côté conseil et face à l'algorithme, je pense que c'est vraiment le côté relationnel, le côté animation. On ne se rend pas compte à quel point être une librairie qui organise des animations régulières,
Ça fait énormément pour la librairie. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une situation qui est très complexe et j'avais besoin de vous parler de l'industrie du livre de manière générale pour essayer un petit peu de comprendre quelle est la place qu'Amazon occupe aujourd'hui en France. En attendant, j'ai hyper hâte d'avoir vos retours et de discuter de tout ça avec vous en commentaire. Je pense que ça soulève en tout cas énormément de questions hyper intéressantes. Et moi, celle que j'ai en tête à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'en tant que lecteur, on peut échapper à Amazon? Et pour ça, je vous propose de laisser le mot de la fin à Benoît Berthelot. Amazon rachète aussi beaucoup d'entreprises, c'est par exemple le cas de Book Depository. Moi, je sais que je suis allée dessus pendant des années en me disant que ça faisait très libraire indépendant, que c'était pas Amazon et que c'était cool d'avoir une autre option justement. Et j'ai appris en faisant des recherches il y a pas si longtemps que finalement c'était Amazon. Est-ce que d'après vous, c'est un choix conscient de la part d'Amazon de pas vraiment afficher leur nom sur des plateformes pareilles? Oui, je pense que c'est complètement une stratégie de ne pas avoir changé l'apparence de la boutique ni le nom quand ils l'ont acheté. Je crois que c'est le cas d'un autre site qui n'est pas le même que celui que vous avez cité, mais AB Books. on a souvent des surprises en fait avec eux, ils deviennent tellement omniprésents, on le dit peu, mais il y a beaucoup de libraires, des libraires français, voilà, partout dans le monde, qui ont leur compte Amazon et qui vendent leur fonds de catalogue sur Amazon. On peut penser aussi à Recyclivre, qui est un site qui a bien été boosté aussi par le confinement. C'est une entreprise qui récupère des stocks de livres chez les gens, soit quand il y a un décès, soit quand il y a des gens qui se débarrassent de toute leur bibliothèque. Donc ils viennent gratuitement prendre les livres et ils les revendent sur leur site à des prix donc beaucoup plus bas, avec tout un modèle de dons, d'économie solidaire où ils font travailler des gens en insertion, etc. Donc c'est pas une mauvaise entreprise, hein, mais eux aussi vendent en partie sur Amazon. Ils ont expliqué qu'ils assumaient de vendre un peu sur Amazon jusqu'à ce qu'ils puissent s'en passer complètement. On peut penser au cloud aussi, hein. Amazon fait tourner à peu près un tiers de l'internet. Là par exemple on est sur Zoom, c'est les serveurs d'Amazon qui s'occupent de la connexion des appels Zoom. Ils font aussi Netflix, tellement d'autres services internet, donc c'est dur de leur y échapper d'une certaine façon. Ils ont investi tellement massivement qu'ils sont un peu cachés partout maintenant. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez bien aimé regarder ce contenu. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.